Donc je vais faire une brève introduction. Aujourd'hui, ça va être un peu plus historique et pourquoi est-ce que, comment c'est né et pourquoi est-ce que c'est important en théorie du nombre. Et puis vendredi, ce sera un peu plus un format mini-cours avec des définitions un peu plus formelles, des propriétés, pour essayer d'expliquer un peu ce que c'est que la théorie de Galois. Donc pour commencer, la théorie de Galois, ça a été créée pour trouver des solutions de polynômes. Ce que vous savez tous normalement, j'espère, c'est que quand on a des polynômes de degré 2, on sait résoudre les racines, on va trouver les racines de ces polynômes en utilisant le discriminant, etc. Donc on a des formules qui sont générales, qui ne dépendent que des coefficients du polynôme. Okay. Donc, c'est un outil, introduction à la théorie. Quand on est de degré 2, on sait résoudre un polynôme de façon théorique uniquement en utilisant les coefficients de notre polynôme. Ce que vous savez peut-être un peu moins, mais vous devez le savoir, c'est qu'on a aussi des solutions générales comme ça pour les polynômes de degré 3 et de degré 4. Donc ces solutions, on les connaît à peu près depuis les années 1550, et ensuite on a eu un gros gap pendant 3 siècles, on essayait de trouver des solutions générales sur les polynômes de degré plus grand, et on y arrivait pas. Jusqu'à ce qu'on arrive dans les années 1800, où arrivent donc Galois et Abel, et ils nous ont montré qu'en fait, pour les degrés plus grands, on ne peut pas trouver de solution générale qui ne dépendent que des coefficients initiaux de notre polynôme. Donc c'est ce dont on va parler un petit peu aujourd'hui. De nos jours, la théorie de Galois moderne, c'est plus seulement trouver des solutions de polynômes comme ça. Ça va être l'étude d'outils un peu plus élaborés, qu'on appelle donc les extensions de corps. Ça, c'est ce dont on parlera un tout petit peu à la fin aujourd'hui, j'espère, et vendredi, plus en détail. Donc, le plan. Aujourd'hui, on va parler de résolubilité par principaux. Et au tout début d'extension de corps, et si on a si tout va bien, vendredi, on finit les extensions de corps, on parlera de groupe de Galois. Et éventuellement, une application au nombre constructif. Ok. Beaucoup de gros mots, ne vous inquiétez pas, tout sera expliqué un peu plus en détail. Donc je commence par répétitivité pour principaux. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand on nous donne un polynôme avec une forme générale, donc par exemple on va commencer avec le polynôme de degré 2, et bien on va chercher à avoir une solution générale qui ne dépend que des coefficients du polynôme initial. Donc quand on écrit notre polynôme sous la forme ax carré plus c, on veut trouver les racines, donc on veut trouver f de x égale à 0. On va noter nos racines x1 et x2. Alors pour celui-ci, je vous le refais rapidement. Donc pourquoi est-ce que le discriminant apparaît? Parce qu'on va commencer par écrire notre f de x, on factorise par a, donc on a a x carré plus b sur x plus c sur a. Et ensuite, on va essayer de faire apparaître ici quelque chose de la forme a x plus quelque chose au carré, et on va simplifier ici. Alors le quelque chose, ça va être du 2 sur 2a, avec un a. Et donc il nous reste, ici on a notre b sur ax qui apparaît, on enlève le b carré sur 4a carré, et on a notre c sur a. Et donc on fait apparaître ici x plus b sur 2a au carré moins b carré moins 4c sur 4a. Et pourquoi est-ce que ça nous intéresse? Tout simplement si on veut trouver nos solutions. Donc si on veut résoudre f de x égale à 0, bon, ça va revenir, on peut enlever notre coefficient a, x plus b sur 2a au carré égale à ce qu'on appelle delta, b carré moins c sur 4a carré
comme ça qu'on résout. Ça, on sait le faire depuis l'époque babylonienne, donc à peu près moins 2000 avant Jésus-Christ. C'est quelque chose d'assez courant. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ici, on essaie de faire apparaître une quantité qui va annuler notre x et qui va simplifier notre équation. Vous voyez, ici, on se retrouve plus qu'avec quelque chose au carré égale une valeur constante. Et il suffit de passer à la racine carrée pour simplifier. Donc on est passé d'une équation qui peut être moche entre guillemets, donc nous on sait maintenant que c'est plus simple, mais à l'époque c'était assez moche, à quelque chose de plus simple de la forme qui est carrée égale une constante. Bon ben ça va être le principe qu'on va utiliser pour les degrés supérieurs. Donc si on regarde les polynômes de degré 3, et bien selon le même principe, donc on a notre fonction x cube plus bx carré plus c plus b. Et on va d'abord essayer de simplifier cette fonction-là. Okay. Et pour simplifier, là, on faisait apparaître du b sur 2a. Et bien on va changer aussi ici. On va poser x égale à t moins b sur 3a. Okay. Et pourquoi est-ce que je pose ça? Parce que si je pose 8, on voit que notre fonction x, donc on a ax cube plus b carré plus c plus d, et bien là, si on simplifie, donc on a notre a facteur de t moins plus 3a cube plus b t moins 2 sur 3a t carré plus c t moins 2 sur 3a voilà. Alors, puissance 3, on a dit 2 moins b sur 1 carré plus b carré sur 9 b carré c moins b cube sur 3a cube plus dt moins 2 b carré sur 3a t plus b cube sur 3a t plus et le reste on peut le garder, donc on a cb moins cb sur 3a plus d. Okay. Alors tout ça ensemble, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est que si on va chercher tout ce qui nous reste avec le a, les b carrés, ils s'enlèvent. Et on n'a plus que du t au cube, plus quelque chose en t, plus des constantes. Et donc on obtient t à cube x, ça devient du t au cube, plus une fonction de t, plus une constante. Et donc là, on a un peu simplifié notre équation initiale. Et une fois qu'on a simplifié ça, bon, il faut quand même réussir à résoudre cette équation. On n'a pas fait plus compliqué, mais on a simplifié le problème. Okay. Alors ensuite, pour résoudre les équations qui ont cette forme-là, bon, maintenant on connaît beaucoup de méthodes. La méthode originale, elle a été donnée par Cardan en 1545. Et donc, ça consiste à poser. Donc, on a une équation de cette forme-là. Donc, on peut écrire. Et si on résout notre fonction f de t, on aura notre solution initiale en ajoutant simplement le b sur 3a aux solutions de ce problème-là. Et donc, si on a ce problème-là, on va encore faire un changement de langage. On va poser t en étant égal à u plus b. Et donc là, ça donne encore des choses en fait, puisqu'il faut encore une fois faire notre calcul. Ok, alors je vais utiliser par si tout va bien. Et donc on obtient du q cube plus b cube plus
que u cube plus v cube plus u plus b fois 3 uv plus c soit égal à moins q. Ok, là, j'espère qu'on peut voir. Donc, celui-ci, on a fait. C'est équivalent à u cube plus b cube plus u plus c. Alors, on veut résoudre ça et on sait déjà résoudre les polynômes de degré 2. On va refaire un changement de variable et on va poser 38 et 22 cube. Si on connaît 38, on va en connaître u en prenant la racine cubique. Et 32, ça va être ici, si on arrive à trouver une racine de ce polynôme, on va pouvoir factoriser par x moins la racine, t moins la racine ici, et on n'aura plus qu'un polynôme de degré 2 qu'on sait résoudre. Okay, donc il suffit de trouver une seule racine de ce polynôme. Et pour trouver une racine, on peut prendre quelque chose qui nous arrange un peu, c'est-à-dire, alors ça c'est plutôt joli parce que c'est u plus b, mais là par contre c'est un peu plus moche. Donc on peut faire en sorte que ça, ce soit annulé. Donc si on choisit u et v tel que ici le 3uv plus p soit nul, 3uv c'est égal à moins p. Donc on a uv c'est moins p sur 3. Donc on va trouver une solution comme ça. Donc si on a uv qui est égal à moins p sur 3, ça va nous donner en passant en cube 38 fois grand B, donc on va passer c'est égal à moins p cube sur 27. Et là du coup, on a si uv 38 grand B c'est moins p cube sur 27, et on a choisi u et v tel que ça, ce soit nul, il ne nous reste plus que u cube plus b cube égale moins q. Donc on n'a plus que 38 plus grand B égale à moins q. Et là on a la somme et le produit de deux éléments. On sait le résultat. Pourquoi est-ce qu'on sait le résultat? Parce que on a le polynôme de degré de x moins 38 ou x moins grand b. Ça va nous donner x carré moins u plus v grand x plus uv. Okay. Donc si on a les racines de ce polynôme-là, un polynôme de degré 2, on sait trouver les racines, on trouve grand u et grand b. Si on trouve grand u et grand b, on trouve petit u et petit b. Si on a petit u et petit b, on a tout. Et donc, hop, ici, on trouve grand u et grand b en fonction des coordonnées de notre polynôme ici, donc en fonction de p et q. Okay. Si on a grand u et grand b en fonction de p et q, petit u c'est racine cubique de grand u, petit v c'est racine cubique de grand b. Donc on les a ici en fonction de p et q. Et ensuite on a dit t c'était u plus v. Et notre solution générale ici, elle va être égale à t plus b sur 3a. Et donc là, on a la première solution de notre polynôme de degré 3. Ensuite, notre polynôme de degré 3, on va le factoriser par x moins la racine qu'on va trouver. On aura un polynôme de degré 2 qu'on saura résoudre. Donc on peut résoudre par radical les polynômes de degré 3. Avec les polynômes de degré 5.
et négatif. La solution, c'est on n'a pas de solution à l'époque. Quand on passe au polynôme de degré 3 en 1545, on se retrouve avec le même problème. Sauf que des fois, on a des polynômes de degré 3 qui ont une racine réelle, et le discriminant qu'on étudie est négatif. Et c'est comme ça qu'on a inventé les nombres complexes. En 1572, c'est pas de bêtises, c'est bon le but. En 1572, il s'est dit qu'est-ce qui se passe si on applique purement les résultats qu'on trouve, les formules génériques, même en acceptant d'avoir un discriminant négatif. Et il se rend compte que des fois, il trouve des résultats qui sont réels complètement en utilisant un discriminant négatif. Et donc, on a des solutions réelles. Un polynôme de degré 3. Même si le discriminant je peux avoir l'exemple précis quelque part. Ouais, donc c'était avec le polynôme x cube moins 4 égale à 0. Le discriminant qu'on doit étudier, on tombe sur x carré moins 6 plus 125. Voilà. Et pourtant, on a une solution réelle qui est 4. Et donc, voilà comment on a créé les nombres complexes. Voilà pour la petite parenthèse du sujet. Passons au polynôme de degré 2. Les polynômes de degré 4, ils sont arrivés après les polynômes de degré 3. Donc on sait résoudre les polynômes de degré 3 par exemple. On a un polynôme de cette forme-là. Et bien on va commencer exactement de la même façon que les polynômes de degré 3 ou de degré 2 par simplifier cette équation. Et on va produire que 3x égalité moins b sur 4a. Et si on pose ça, donc je vous épargne les calculs, notre f de x, il va avoir ok, je détaille tout. Donc on aura toujours notre t puissance 4, et ensuite on va avoir t carré, on n'a plus de degré 3, plus r, avec p, q et r qui s'écrivent en fonction de a, b, c, d et e. Et donc si on sait simplifier ça, étudier les polynômes de degré 4, c'est étudier ces polynômes-là. Encore une fois, les racines de ce polynôme-là, ce sont les racines de celui-ci moins b sur 4a. Il suffira de les rajouter à chaque fois à la fin. Et donc ces résolutions-là, degré 3 c'est écartant, degré 4 c'est très rapide. 1540. Et ça, encore une fois, beaucoup de façons de les résoudre. Une des techniques, c'est de regarder, on va rajouter une formule. Donc là, on a dit t4 plus p t carré plus qt plus r. Donc si on a ça égale à 0, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a du t4 égale à moins pt, donc on va mettre p prime t carré plus qt plus r. Ok, on va juste changer les signes. Sauf que le t puissance 4, si on utilise un paramètre,
somme du c carré plus x au carré. J'ai rajouté mon plus x, donc on va enlever moins 2 c carré x moins x carré. Et donc là, je peux réécrire cette équation-là. Premier point. C carré plus x au carré moins 2 c carré x moins x carré égale à c carré plus et donc si on isole notre carré ici, on a isole le t carré qu'on a dit moins 2x plus t carré et en constante on a mais ça, c'est valable pour tout x. Quel que soit x, alors on peut les prendre dans R, on peut même les prendre dans x si on veut. Et donc, on peut choisir tous les x qui nous arrangent. Okay. Et si, alors, on sait faire, on peut trouver un x qui va dépendre de notre P', Q' et R'. Fait que toute cette partie-là, donc le 2x plus P' plus x carré plus Q' plus x carré plus on puisse l'écrire sous la forme alpha T plus bêta. Alpha et bêta vont dépendre donc de P', Q' et R'. Donc ils sont exprimables en fonction des coefficients d'un polynôme initial. Et donc là, on va se retrouver avec une équation t carré plus x au carré égale à alpha t plus bêta au carré qu'on va savoir résoudre. On va avoir soit t carré plus x égale à alpha t plus bêta ou l'inverse, t carré plus x égale moins alpha t moins bêta. C'est un et donc, comme ça, on va trouver racine de notre polynôme de 2 pi 4. Et encore une fois, on va pouvoir se ramener à un polynôme de 2 pi 3 qu'on sait déjà résoudre. Et donc tout ça, ça nous donne des solutions globales, générales, qui ne dépendent que de A, B, C et D. Alors ici, ce sont les techniques un peu, disons, historiques à la main. Et comme je vous disais, il y a eu 3 siècles. Donc là, on est en 1540. Et Galois-Abel, on est dans les années 1820. Okay. Et pendant ces 3 siècles, bon, les mathématiciens sont beaucoup penchés sur comment résoudre tout ça. Et même ça, vous voyez, c'est un peu, ça semble un peu artificiel, ça semble très calculatoire et technique. Ils se sont dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un moyen de regrouper ces solutions-là? On va le faire. Il semble y avoir un certain pattern à chaque fois, on simplifie. Pour les polynômes de 2 pi 2, c'est effacé, mais on simplifie avec du b sur 2a, et on simplifie avec du b sur 3a pour le polynôme de 2 pi 3. Et on a du b sur 4a. On voit qu'il y a un certain pattern qui arrive, mais on ne sait pas encore l'expliquer, jusqu'à ce que Lagrange se pose les questions. C'était question. Question réponse. Donc pourquoi est-ce qu'on a tout ce pattern-là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors bon, je vous ai parlé de 2 systèmes, il y a assez de compris. Mais quand on regarde tout ça, on voit qu'on a des solutions. Donc comme je vous disais, il y a un pattern qui semble arriver. On a les nombres complexes qui arrivent aussi, qui nous donnent plus d'informations qu'on ne connaissait pas avant. Et donc, on a aussi une autre propriété très importante. On est vraiment à découvrir les nombres complexes et on découvre que tout polynôme en propriété tout polynôme de degré n dans C il a exactement n racine.
polynômes de degré 2 comme celui-ci qu'on ne savait pas résoudre avant un complexe. Maintenant, on sait les résoudre et on sait qu'ils vont avoir exactement 2 racines puisqu'ils sont de degré 2. Pareil pour tous les autres polynômes. Et maintenant, quand c'est ça, ça veut dire que si on a un polynôme de degré n, donc si on a que de x qui s'écrit comme ça, et bien on va pouvoir toujours les factoriser sous la forme produit de route 1 de cette n de x moins voici, comment je les appelle tout à l'heure, petit x. Et on peut toujours faire un produit comme ça. Et maintenant qu'on a ces deux écritures, ça, les x sont les racines. On va pouvoir comparer nos racines avec nos coefficients dx. Donc on va pouvoir avoir un peu plus d'informations. Et notamment sur les polynômes de degré 3 par exemple. Donc si on a ax cube plus x plus b, et que de l'autre côté on a du x moins 5 x moins 2 x moins 4 ça va nous donner des informations. Donc là, bon, j'écris pas à l'égal 1. Mais ensuite, notre B, ça va être tous les coefficients où on a exactement deux produits de petit x, et donc deux racines, comme ça, qui vont apparaître. Donc D, ça va être x plus. Ok, alors il y a du 1 plus x plus 3 plus. Pourquoi je vais mettre racine au lieu de 2 plus 3 ? Je suis partie sur le polynôme de 4. Oh non. C'est plus ça. Notre C ici, c'est celui cette fois où on en a bien 2. Et donc ça va être x1, x2, plus x, x3, plus x2, x3. Et le D, ça va être moins le produit D. Et ça, c'est quelque chose qu'on va utiliser. Quand on regarde, on voit que tous ces résultats ils sont totalement symétriques en racines. C'est-à-dire que si j'enverse par exemple x1 et x2, eh ben, j'obtiendrai quand même exactement les mêmes résultats. Et c'est cette symétrie qui va nous intéresser. Donc tous les coefficients du polynôme sont symétriques en les racines. Ça, on sait que c'est symétrique en les racines, non ? Mais qu'est-ce qui se passe si on regarde toutes les valeurs qui vont être symétriques en les racines ? Ça s'appelle des coefficients du polynôme. Et on a des valeurs qui arrivent et qui nous dit que toute valeur qui est symétrique en les racines va pouvoir s'écrire comme somme, produit ou racine des coefficients du polynôme. Et donc on va pouvoir exploiter ces symétries, et c'était déjà ce qu'on faisait, mais sans le savoir. Et donc Lagrange, il va expliquer tout ça avec une méthode que nous faisons pour les éléments de degré 3. Si on a x égale à 3, plus px carré, plus cx plus d, on va factoriser dans C. Et donc on va avoir 6 moins 5, x moins 2, x moins 6.
On a beau faire ça, il va représenter géométriquement. Qu'est-ce que ça veut dire regarder des trucs symétriques? Ça veut dire que nos trois racines elles vont jouer un peu le même rôle. Et donc quand on a trois éléments qui jouent un peu le même rôle, géométriquement, on va représenter ça par un triangle équilatéral. Donc on pose les racines comme étant les sommets d'un triangle équilatéral. Alors, attention, talent de dessinatrice, c'est équilatéral. Magique. Et donc ça va être simple. Ça va être 2. Ça va être dans le sens selon ce que vous préférez. Et là, on va regarder dans notre triangle tout ce qui va nous garder les distances entre nos éléments. Okay, on va juste inverser. X1 il a le droit d'aller à place 2, il peut rester sur place, il a la place de X2, X3, mais il ne peut pas se retrouver autre part dans le plan. Okay, et donc on va regarder comme ça tout ce qui peut être décalé. Et donc tout ce qui va faire monter les sommets. Donc on va avoir soit les rotations. Donc c'est ce que je vous disais. On en fixe un. Donc, on fixe un sommet, on les fixe tous. Alors, pour les permutations des sommets d'un triangle, on peut avoir, on va noter donc nos sommets ABC, ça c'est notre départ, et ensuite on note où est-ce qu'ils arrivent. Donc ça c'est le départ, ici, l'arrivée. On peut fixer notre sommet A. Si on fixe notre sommet A et qu'on veut faire une rotation, tout le monde reste fixé. Donc on a celui dont on reste fixé. Notre sommet A ensuite, il peut être envoyé sur le sommet B. Donc le sommet A envoyé sur le sommet B. Si on fait cette rotation B, il est envoyé sur C. Et C, il est envoyé sur A. Et enfin, la dernière rotation, c'est A envoyé sur C. Si on est sur C, B est sur A, et C est sur B. Et on a par exemple une rotation du triangle. Okay. Déjà, regardons ce qui se passe avec les rotations. Okay. Quand on a un triangle équilatéral, comme ça, on peut se placer dans le cercle complexe. Ok, on va imaginer un cercle. Si on se place sur le cercle complexe, ici c'est comme si on avait un J. Et J carré, ceux qui ne connaissent pas, donc J c'est l'exponentielle de ça. Et J, il a le bon goût de faire que J il est égal à 1. Et donc si on pose U égale à notre première racine, plus J sur la deuxième racine, plus J carré sur la troisième racine. Okay, donc on positionne nos racines comme étant les sommets de notre triangle. Et bien on regarde ce qui se passe quand on fait nos rotations. Bon, ben celle-ci on l'a fait une seule fois, on est fixé. Et les deux autres rotations, si on les fait une deuxième fois, hop, celle-ci si on l'a fait une deuxième fois, on va tomber sur celle-ci, celle-ci on l'a fait une troisième fois, on tombe sur celle-ci. Okay. Et donc si ici on pose la rotation avec x, x2, x3, supprime le premier coefficient, celui qui a pris la place de x1, celui qui a pris la place de x1, c'est x2. Plus j, x3, plus j carré, x1. Ok. Et ici, on a u seconde, donc ça c'est u. Ça c'est u seconde. Et en seconde, on a x3, plus jx1, plus j carré, x2. Et là, on se rend compte que u,
il est égal à j fois u'. On multiplie par j ici. Okay. Parce que j carré, hop, on va avoir j carré x3. Ici, on a du j cube, on a dit que c'était égal à 1, on a plein d'autres comme ça, etc. Et ici, on va même avoir égal à j carré u seconde. Et donc, si on a cette propriété-là, ça nous donne que u cube, il est égal à u prime. J prime au cube, mais le j au cube, ça fait 1. Donc, c'est u cube. Mais c'est aussi égal à j carré u seconde au cube, c'est aussi égal à u seconde au cube. On a juste dit que si on fait une rotation 3 fois dans le plan, on revient à notre place initiale. Sauf que ça, on l'a dit en exploitant les racines de notre polynôme, et donc ça nous donne des équations supplémentaires sur les racines de polynôme. Et donc là, c'était juste les rotations. On peut avoir d'autres permutations des sommets du triangle. Donc là, c'était on bougeait soit personne, soit tout le monde. Et ben on peut en fixer un et inverser les deux autres. On appelle donc on peut avoir des symétries axiales. Et donc ça va de la même façon. Donc on a ABC, on peut fixer un et inverser B. On peut fixer B et inverser ABC. Et on peut fixer C et inverser AE. Et là, si on écrit B comme étant la première, B prime la seconde et B seconde la troisième. B en termes de racines, donc là on a x1, x3, x carré, x2. B prime, c'est x3, x2, x carré, x1. Et B seconde, c'est x2, x1, x1, carré, x3. Exactement de la même façon que pour les nus, on a alors que B carré, c'est B prime au carré, et c'est B seconde. Pas au carré, au cube, depuis le début, c'est B prime. Et donc, là on a fait toutes les permutations possibles dans un triangle. Et donc ça veut dire que toutes les permutations possibles des sommets, des racines de notre polynôme, si on les met au cube, on va obtenir soit u au cube, soit b au cube. Donc, toutes les valeurs qui vont être symétriques dans les racines, donc toutes les équations symétriques dans les racines, et donc ça nous explique pourquoi apparaissait le u au cube et le v au cube qu'on faisait apparaître dans la résolution initiale. Et donc la suite, c'est ce qu'on disait, une fois qu'on a effectué ça, eh bien, on va poser pour les autres les racines. On pose S de la u au cube et u au cube fois v au cube. C'est exactement comme on faisait. Alors on sait que S et P sont symétriques en les racines.
seuil Newton, et bien c'est symétrique. Enfin, on peut les exprimer en fonction de somme, produit ou racine des coefficients du polynôme initial. Et donc c'est pour ça qu'on a nos solutions générales. Donc maintenant on fait exactement comme tout à l'heure. On va chercher à connaître la somme et le produit. On aura un polynôme de 2 clés 2 et on va pouvoir les résoudre. Donc, hop. Ça veut dire que ça fonctionne. Et on va écrire x carré moins 6 plus p au carré. Donc ça c'est pour le degré 3. Mais pour le degré 4, ce qui se passe, on a exactement la même chose, sauf que on aura 4 racines, on ne peut plus avoir un triangle équilatéral. Pour avoir quelque chose qui est bien symétrique dans les 4 racines, on va passer sur un tétraèdre régulier. Donc on cherche encore une fois tout ce qui est symétrique dans la racine. Donc on va avoir le polynôme de 4, 1, 4, 3, x2, y2. Et ça va être égal à x-2, x-2, x-3, et on les représente. Comme les sommets d'un tétraèdre régulier. Là, on utilisait, le cercle pour dire qu'on utilisait 1 j et j carré. Cette fois, on est en 3 dimensions, on ne peut plus utiliser 1 j et j carré. Mais donc, on va regarder qu'est-ce qui fixe les sommets d'un tétraèdre, qu'est-ce qui sont les isométries des tétraèdres. En fait, on ne les regarde pas sommet par sommet, mais on regarde plutôt arête par arête. Et on va regarder les arêtes opposées. Donc, par exemple, on regarde notre arête AB, là, celle-ci, elle est dite opposée à l'arête CD, celle qui utilise les 2 sommets qu'on n'a pas utilisés. De la même façon, AC ici, elle est opposée à BD ici, et enfin BC opposée à AD. Et donc, les isométries, ce qui va nous garder nos sommets d'un tétraèdre, en fait, ça va à chaque fois permuter, en tout cas jouer sur les arêtes opposées. Ça va faire le même chemin aux 2 arêtes opposées. Et donc, c'est comme ça qu'on regarde comment ça se passe sur un tétraèdre. Et donc, par exemple, les isométries du tétraèdre. Donc, l'isométrie, le sens qui préserve les distances bien entre chaque sommet. Donc, ça transforme chaque paire de sommets opposés. Okay. Donc les sommets opposés, on va les noter comme ceci. Donc on a AB opposé CD
Mais ensuite, on regardera au niveau des paires opposées, de sommets opposés, à quoi ça correspond. Et donc, si on regarde A qui est envoyé sur B, B qui est envoyé sur C, C qui est envoyé sur D, D qui est envoyé sur A, donc ce qu'on a envie d'appeler une forme de rotation ici, et bien ça va envoyer AB, CD sur BC, D. Donc celui que j'avais appelé ADBC ici. Et ça laisse invariant la troisième. Et donc à chaque fois, comme ça, il va y avoir des jeux sur quelle paire de sommets opposés est-ce qu'on va bouger. Et comment est-ce qu'on retransmet ça? Donc tout à l'heure, on disait juste, bon, bah, un sommet, ça me donne une racine de notre polynôme. Ici, ça va être, encore une fois, on a dit un sommet, une racine de notre polynôme. Mais cette fois, au lieu de bouger les racines comparées, ça va les bouger par paire. Parce qu'on a dit qu'on bougeait les paires de sommets et pas juste nos sommets. Et donc, ici, AB, ça va être noté, c'est notre première racine, fois notre deuxième racine. Et donc là, on a le produit x1, x2, et là, on a le produit x3, x4. Et donc les isométries du tétraèdre, à chaque fois, il va falloir bouger avec les produits de deux racines. Et donc, au lieu de se retrouver directement avec des trucs au cube comme ça qu'on peut résoudre directement avec un polynôme de 2, ben, il va falloir bouger des produits de deux racines à chaque fois. Et donc, on ne va plus s'intéresser à une racine, j fois une racine, j fois une autre, mais on va s'intéresser U égale les produits 2 par 2, donc x1, x2, plus x3, x4. Et une fois qu'on a ça, et ben on va les exprimer avec les quantités suivantes. Donc on regarde ce que donnent nos isométries, et à chaque fois, notre quantité U, avec les isométries, elle sera envoyée sur donc soit lui-même, c'est un x2 plus x4, soit la deuxième c'est celui où on inverse encore une fois. Je ne vais pas oublier. Donc x1, x3 plus x4 ou la dernière x1, x4 plus x2, x3. Et donc là, on n'avait que deux valeurs possibles en passant au cube. Cette fois-ci, on va avoir trois valeurs possibles à étudier. D'où le fait qu'ensuite on obtienne un polynôme de degré 3 qu'il faut résoudre. Okay. Mais on n'est quand même pas rendu parce que nos x, y et z ici, ils sont toujours pas symétriques en nos racines. Et donc on ne peut pas appliquer ce que nous disait Newton en disant qu'on veut les exprimer en fonction des coefficients de notre polynôme. Et donc pour faire ça, eh bien, on va poser des combinaisons de ces trois valeurs pour obtenir quelque chose de symétrique. Et les combinaisons, comme ce sont toujours les mêmes, on pose S égale à x plus y plus z, T égale à x, z, et T égale à x, y plus y, z, plus x, z. Et ces trois valeurs-là, si on les réécrit avec nos racines, x1, x2, x3, x, avec nos quatre racines, x1, x2, x3, x4, ben on se rend compte que ça, par contre, ce sera symétrique.
en fonction des coefficients de notre polynôme. Et donc ça, si on reprend la code initiale, c'était un peu plus caché, on va en apparaître notre paramètre T, mais c'est ça qu'on utilise pour pouvoir réécrire notre polynôme sous la forme d'un carré. Et donc tout ça, c'est résolvable par géométrie. Et donc encore une fois, ça va être... On peut déterminer S, P et T comme étant les racines d'un polynôme de 2 plus 3. Donc voilà comment on utilise la géométrie pour résoudre nos polynômes de degrés 2, 3 et 4. Et ce qu'on voit ici, donc, j'ai un peu insisté, c'est on a tout ce qui est symétrie, le fait que toutes nos racines, elles jouent le même rôle. Et en fait, c'est ça qui va donner l'idée à Galois de sa théorie de Galois. Alors ici, bon, on a la méthode pour degrés 3 et 4. Lagrange, il avait même réussi à faire quelques trucs pour les degrés 5, mais il n'arrivait pas à faire ça pour tous les polynômes de degré 5, ça ne marchait pas très bien, il avait un peu cette intuition que ça ne marchait pas trop, mais il ne savait pas le prouver. C'est là que Abel arrive et il va exhiber un polynôme de degré 5, pour lequel il va donner les racines, et on ne peut pas exprimer les racines en fonction des coefficients initiaux du polynôme. Donc il montre que on ne peut pas avoir de formule générale qui ne dépende que des racines pour les polynômes de degré 5. Mais il existe quelque chose, il ne comprend pas trop ce qui se passe derrière. Et donc c'est là que Galois est arrivé. Donc dans son mémoire, il va montrer, élaborer toute la théorie qu'on appelle aujourd'hui la théorie de Galois, qui va expliquer pourquoi est-ce que ça marche pour certains polynômes et ça ne va pas marcher pour d'autres. Et il va même pouvoir expliquer que ça marche pour certains polynômes de degré 5 par exemple, mais pas pour tous, et il va pouvoir déterminer pour lesquels ça fonctionne et pour lesquels ça ne fonctionne pas. Et donc en fait, pour faire ça, globalement l'idée générale, Galois, il va regarder l'ensemble des permutations des racines d'un polynôme. C'est un peu ce qu'on faisait ici en regardant notre triangle ou notre tétraèdre. On a regardé comment est-ce qu'on pouvait les permuter. Il va regarder comment est-ce qu'on peut les permuter. Et quand on peut permuter n éléments, et il va regarder un peu les propriétés de ces permutations de n éléments, et il va voir que ça nous donne un groupe. Et ce groupe, il va faire le lien entre les équations et les groupes des permutations des racines de ces équations. Et ça, en regardant ces propriétés, il va pouvoir nous donner, nous indiquer si notre polynôme est résolu par radical ou pas. Et enfin, de l'attribution. On va regarder encore. Ok. Et donc, prémisse à vendredi, ce sera plus un petit cours. Mais comment est-ce qu'on fait cette théorie de Galois? Comment est-ce qu'on fait le lien entre ce groupe et les racines d'un polynôme? Pour ce faire, on étudie ce qu'on appelle les extensions de corps.
fonction. Et on va définir un corps, directement dans le développement. Un corps, ça va être un anneau. Alors, commutatif, qui veut dire que pour les lois, tu sais quoi, on va pouvoir inverser. Vous savez que ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, les matrices, si on fait 1 fois B, on n'obtiendra pas la même chose que B fois. Ce n'est pas toujours le cas. Pour le corps, on va dire qu'il est commutatif. Donc, par exemple, les matrices, ça ne rentre pas dedans. Et pour lequel tous les éléments ont un inversible pour la moitié. Tous les éléments non nuls, évidemment. Donc des exemples, et ben l'ensemble des entiers relatifs Q, c'est un corps. R et C sont des corps. Okay. Donc à chaque fois que je parle de corps, vous pouvez vous imaginer un de ces trois éléments et voir comment ça fonctionne dessus. Pour des exemples un peu plus moins classiques pour ceux qui connaissent, vous savez, les corps finis. Donc vous avez fait Z sur QZ, c'est dans le nom. Sont vous pouvez connaître. Sont des corps aussi. Donc ça sont vraiment ces 4 exemples-là, un peu plus 4 dans ma vie d'infinité ici, mais ce sont vraiment les exemples classiques, ceux avec lesquels on travaille. Et donc, ici je vous donne que les ensembles, évidemment avec l'addition et la multiplication que vous connaissez. C'est très très mal écrit. Et donc dans quel cas est-ce qu'on va parler d'extension de corps? Donc si je parle de mon on texte, a une Lucien. donc on prend K inclus dans L de corps. Donc par exemple, vous avez Q inclus dans L. Okay. Et on va dire que K est un sous-corps de L. L est un sous-corps de K. Et ça, c'est des extensions. Et de façon plus complète, on va définir des morphismes, donc des applications d'un corps dans un match. Donc F de K dans L est un morphisme de corps dans ses applications, fonctions entre deux corps. Donc déjà, on a l'application qui est définie. Et si on prend des éléments, F de A plus B, avec la loi plus dans le corps K, ça va être égal à F de A plus F de B, avec la loi dans notre corps S. Et on va avoir la même chose avec la multiplication. Donc F de A fois B, la multiplication de K, c'est F de A fois F de B, multiplication dans L. Et après, il faut que l'élément neutre par multiplication dans K soit envoyé sur l'élément neutre dans L. Donc on va voir F de l'élément neutre dans K, c'est l'élément neutre dans L. Et donc on va pouvoir définir nos extensions de corps. Alors l'extension classique, ça va être juste l'inclusion. Et sinon, on va dire qu'on a une extension de corps entre deux corps si on a un morphisme
ils auront une valeur dans L. Et donc on peut définir. Donc on va noter M sur K comme ceci. Une extension du corps. S'il était un morphisme F de L dans le grand. Et ça, c'est noté avec ce qu'on appelle les diagrammes d'Elas. Donc, on va noter comme ça l'extension avec une barre pour dire que L est une extension sur K. Et des fois, on peut noter le petit f ici pour nous indiquer comment faire l'extension. On ne le note pas toujours. Alors, des fois, ces diagrammes, on peut les voir sous ce format-là, mais là on a plus de mal à savoir qui est le surcorps, qui est le sous-corps, donc on évite. On peut aussi avoir des diagrammes un peu enviés comme ça, surtout parce qu'après on va faire des tours d'extension, et donc on va pouvoir rajouter ici des caprines, des choses ici, etc. Et donc on peut avoir aussi des diagrammes enviés. Okay. Et la notation standard, c'est ça aussi. Et donc si on revient sur nos exemples classiques, on a l'inclusion directe de Q dans R et de R dans C. Et donc on peut avoir une tour, non plus seulement une extension, mais une tour d'extension avec Q, R et C. Et à chaque fois, c'est juste l'inclusion, donc c'est le morphisme le plus simple. Et en fait, ce qui se passe en théorie de Galois, souvent, c'est qu'on oublie un peu ce morphisme-là et on va dire qu'on va assimiler K à F de K dans R. C'est ce qui arrive souvent, donc on peut voir, des fois, on va pouvoir voir les notations K équivalentes, alors qu'en fait, ce n'est pas tout à fait les mêmes espaces pour dire F de K. Donc ça, c'est quelque chose que vous rencontrez souvent dans la littérature, alors qu'en fait, c'est ça qu'il faudrait dire pour être bien formel. Mais les notations sont déjà tellement lourdes que quand on peut simplifier, on simplifie. Et petit aparté pour finir pour aujourd'hui sur les caractéristiques. Donc la caractéristique d'un corps, c'est le plus petit entier tel que l'addition d'un quart et le plus petit entier. des ensembles, si vous voulez, qui vont avoir que P éléments. Donc, par exemple, si on prend F3, si on l'écrit en termes d'ensemble d'éléments, ça va juste être 0, 1 et 2. Okay. Et ça, on ensemble que ces trois éléments-là. Et donc, si on fait un cousin, on a 2.
Mais si on fait 2 plus 1, et ben on retombe à 0. Okay. Et donc on compte jusqu'à 2, puis on revient à 0. Et donc on a des corps comme ça. Et bien si on fait dans le corps qui a 3 éléments, 1 plus 1 plus 1, c'est égal à 0. Et donc ça, il est de caractéristique 3. Les corps Q, R et C, eux par contre, sont de caractéristique 0. On ne peut jamais additionner plein de nombres entiers et revenir à 0. Pas entier et surtout positif, et revenir à 0. Donc, Q, R et C sont de caractéristique 0. Okay. Et pourquoi est-ce que ça nous intéresse? Parce qu'on va pouvoir définir déjà dans quel cas est-ce qu'on peut faire nos extensions. Et en fait, on peut avoir une extension de corps que si les corps sont de même caractéristique. Donc on ne pourra pas avoir d'extension entre F3 et F, par exemple. Ça n'existera pas. On pourra parler de degrés des extensions, étudier un peu plus ça, et surtout définir des groupes de Galois associés à ces extensions. C'est quoi l'intérêt de définir l'extension de corps avec le remplissement? Il faut juste dire que c'est un support. En fait, c'est parce que tu peux avoir plus de définitions. Si tu prends juste sous-corps, tu as que l'inclusion qui va te définir une extension. Et du coup, dans les exemples classiques comme ça, ça marche, mais si tu prends les corps finis par exemple, où ça va être des équations polynomiales, des choses comme ça, tu vas avoir fp carré qui est au-dessus de fp, des choses comme ça. Mais pour fp carré, c'est pas que ça, mais après tu vas avoir les intersections de corps ou les unions de corps. Et donc là, tu n'auras plus juste une inclusion, mais tu auras besoin d'avoir vraiment des fonctions. Donc ça te permet de définir plus de tout en fait, d'être plus large. Mais en pratique, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, tu vas penser F de K comme étant K et essentiellement. Ah,